le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Oui, c'est rigolo, hein. Rebonsoir Alice Labou, merci d'être là. Bonsoir Edwige, merci de m'avoir invitée. Plein de questions à vous poser parce que d'abord vous publiez un livre, alors j'ai presque envie de dire c'est un peu votre biographie, mais vous êtes trop jeune. Hein. Passer à l'action, c'est entre biographie et puis aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous conseillez pour créer, parce que vous avez un parcours étonnant. On va voir ça. Puis en plus visiblement, on vous voit tout le temps dans Qui veut être mon associé, parce que vous êtes une femme engagée. En tous les cas, moi, c'est ça que j'apprécie chez vous. Juste sur la situation aujourd'hui, puisque vous connaissez ça très bien. Bien sûr. Comment vous l'analysez? Qu'est-ce que vous dites justement aux gens qui vous ont confié leur épargne? Alors je dis qu'on est dans une zone de turbulence. C'est sûr qu'on se serait bien passé de cette situation et donc à nouveau d'un regain des taux d'intérêt qui montent, plus un petit côté un peu inflationniste qui peut inquiéter. On était enfin sortis de cette situation dans l'espoir d'une baisse à venir des taux. On sait que c'est salvateur pour nous les investisseurs, puisque une baisse des taux a un impact direct sur le marché action sur lequel vous êtes probablement investi. Donc normalement ça fait monter le marché action. Donc là on est plutôt reparti sur une hausse des taux. Donc il faut espérer que cette période difficile ne soit que court terme, que les sujets soient réglés rapidement. Et je pense qu'en fait, il y a un alignement d'intérêts qui est évident. C'est-à-dire, vous le disiez vous-même, en fait, Donald Trump n'a pas d'autre choix que de trouver une issue rapide et favorable si possible, parce que l'ensemble de l'économie américaine est impactée et surtout, l'épargne des Américains est impactée. Et je rappelle que les retraites des Américains sont principalement investies en bourse. Donc une hausse des taux trop longue, une situation inflationniste, le retour de l'inflation serait catastrophique pour les retraites des Américains. Et comme il y est très sensible, je pense qu'il trouvera une solution rapidement. Oui, et puis ça serait catastrophique aussi pour Donald Trump et son élection. Alors, j'ai envie de dire, qui êtes-vous, Alice Balouzan? Alors, on vous a vu chroniqueur ici, sur d'autres médias. On vous voit donc, je disais, dans l'émission Qui veut être mon associé. On vous a vu aussi prendre des engagements très forts sur les femmes. Vous avez créé une société, puis une autre. Vous investissez beaucoup. Vous investissez dans des centaines d'entreprises. Ça fait quoi aujourd'hui, des centaines d'entreprises? J'ai investi dans des centaines d'entreprises, peut-être même dans des milliers d'entreprises dans ma vie, puisque en fait, j'ai créé une société de gestion il y a 15 ans qui s'appelait Trecento Asset Management. J'ai développé un fonds sur le thème de la santé. Donc en fait, j'ai investi au capital de sociétés cotées en bourse partout dans le monde, dans la santé, des labos, des fabricants de matériel médical, ce genre d'investissement. Et puis ensuite, très vite, j'ai créé le premier fonds français Action Internationale dédié à l'investissement dans l'intelligence artificielle et dans la robotique, en particulier la robotique industrielle. Donc de la même manière, on a investi partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, évidemment beaucoup au Japon, en Corée du Sud, où on est devenu assez fort dans ce domaine-là. Et puis ensuite, en fait, donc j'ai d'abord créé cette entreprise et puis ensuite j'ai décidé de m'intéresser plus à l'épargne des particuliers parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque en la matière et qu'un savoir-faire un peu plus pointu pouvait apporter de la valeur ajoutée. Donc je suis entrepreneuse et je suis investisseuse, comme vous le voyez, notamment dans l'émission Qui veut être mon associé, où là, à titre personnel, je prends des participations dans des sociétés plus émergentes, on va dire. Et donc là, maintenant, écrivain, passer à l'action. Comment j'ai créé ma liberté financière, et c'est publié chez Michel Lafon. Juste quand même un point. Vous dites que aujourd'hui, vous conseillez des épargnants. De quelle manière? Vous êtes une société de gestion. De quelle manière? Alors, j'étais une société de gestion puisque Trecento Asset Management a été vendu en fait à un confrère de grande qualité en juin. Et en fait, j'ai créé une structure. Qui s'appelle comment? Elle a un petit peu de pub pour tout le monde. La nouvelle structure, elle s'appelle Alice Labou Conseil. Ça a été assez simple et efficace. Non, mais celle que vous avez vendue Trecento, vous j'ai vendu à Uzès Gestion. D'accord, ok. Voilà, la financière d'Uzès pour ceux qui connaissent. Et en fait, la nouvelle structure, elle est venue aussi du fait que j'ai eu énormément de demandes de particuliers qui m'ont dit: quand vous parlez, on comprend ce que vous dites, mais nous, en fait, on a du mal à faire fructifier notre épargne. On ne comprend rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai passé ma vie à investir pour des investisseurs institutionnels, mais surtout, j'ai toujours travaillé autour de thématiques d'investissement. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, en fait, ils sont évidemment pas plus bêtes que nous. C'est juste qu'en fait, on utilise toujours des termes très compliqués, des noms de produits très compliqués, alors qu'en fait, quand on décide de réfléchir ensemble à quelles sont les bonnes thématiques pour vos investissements et quelles sont les thématiques de demain, tout le monde a un avis et c'est souvent un avis qui est intéressant. Donc je travaille beaucoup autour des thématiques d'investissement. Mais ils vous appellent, ils viennent vous voir, vous en avez combien? Enfin, j'imagine vous avez combien de particuliers J'en ai pas mal, plusieurs, je dirais plusieurs centaines maintenant, en finalement assez peu de temps. Mais en fait,
je suis assez visible, comme vous l'avez compris. Et donc, en fait, sur les réseaux sociaux et un peu partout sur mon site internet, il y a des formulaires d'entrée en contact où les gens expriment leurs besoins. Et ensuite, mon équipe et moi-même, nous leur proposons différents placements qui sont des placements assez traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à réinventer la roue. Par contre, on donne du sens à l'investissement. Et l'idée, c'est que chacun devienne acteur de la gestion de son épargne, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et donc, là, la thématique, vous disiez, c'est quoi à peu près là, je pense qu'on a un bon point d'entrée sur l'intelligence artificielle et la robotique. Mais la santé, c'est pareil. C'est une thématique qui est intéressante. Mais vous avez aussi d'autres thématiques. J'ai ouvert évidemment à tout ce qui se fait à travers le monde et qui peut entrer dans un contrat d'assurance vie ou dans un plan d'épargne retraite, puisque on est en France, on est obligé de penser fiscalité, on ne peut pas faire autrement. Quand on conseille des particuliers, on ne peut pas leur ouvrir n'importe quoi, n'importe comment. Donc en fait, on va travailler sur plein de thématiques d'investissement, l'environnement, la raréfaction de l'eau, le luxe par exemple, la conquête spatiale, enfin il y a beaucoup d'opportunités. Ça c'est la zone, on va dire, risquée pour le client, mais après évidemment, on va désensibiliser son portefeuille avec d'autres produits selon son âge, selon ses perspectives, sa sensibilité au risque. Oui, parce que vous m'avez dit quand au début de cet entretien, je ne sais plus comment vous présenter parce que vous chargez, vous avez fait tellement de choses, Alice, que c'est compliqué. Et vous m'avez dit, je suis coach. Je me suis dit, zut, j'ai loupé une étape là. Non, en fait, vous êtes coach en gestion de patrimoine quelque part. Exactement. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les gens et de les amener surtout à se sentir concernés et à être acteurs de leur vie. Et d'ailleurs, ce livre, qui s'appelle donc Passer à l'action, je l'ai écrit aussi de manière à ce que, en fait, les gens puissent se dire, c'est à travers mon exemple, en fait, comment reprendre et devenir acteur, reprendre la main et devenir acteur de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle et de la gestion de son état. C'est très à la mode, c'est vrai qu'on le retrouve partout, mais non, mais c'est intéressant, on le retrouve un peu à juste titre en disant il ne faut pas être des moutons de Panurge. En fait, chacun a quand même le libre arbitre, c'est très important, chacun peut prendre une décision d'achat, une brique de lait, ça c'est qui le patron, ou ce que vous dites. Mais donc, vous avez raison, le libre arbitre, ça vient avec la connaissance. Et donc le problème de l'investissement et de la gestion de l'épargne, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément les connaisses, on n'est pas formé. Donc il faut faire un travail de pédagogie et d'explication. Et puis un problème d'éducation. Sur cette chaîne, vous le faites très bien. Merci beaucoup. C'est sincère. L'éducation, c'est très important. Justement, en ce moment, il y en a beaucoup qui se mobilisent. Il y a même une semaine de l'éducation à l'école, l'éducation notamment de l'économie, de la finance. Ça, c'est vraiment ce qui manque. En deux mots, quand même, votre histoire, parce qu'elle est étonnante. Quand je disais, vous êtes la première femme à avoir créé un club d'investissement quand vous sortez de votre école de commerce, enfin même lors de votre école de commerce, au sein même de l'école de commerce, pardon. Et puis après, vous rentrez chez quelqu'un qu'on connaissait bien à l'époque, qui s'appelait Gérard Augustin Normand. Là, on vous fusille du regard. En deux mots, et puis en plus, en fait, quelque part, le déclic, c'est que vous avez été envoyé dans des pensionnats parce que votre mère a fait faillite à cause d'un client. Elle était chef d'entreprise. Racontez-nous en deux mots. En fait, moi, je suis née à Paris et mes parents avaient leur petite entreprise à deux. Ma mère filmait et mon père faisait des histoires pour des entreprises. Donc, c'est des films pour des entreprises. Mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune et ma mère est allée vivre à Poitiers. Donc, je vivais avec elle. Elle était graphiste à la maison. Et comme pas mal de personnes qui travaillent seules, elle s'est retrouvée en fait à faire confiance à un client qui devait normalement la faire travailler. Et puis finalement, il a dit non. Et elle avait passé beaucoup de temps sur le projet. Et donc, du jour au lendemain, elle a plus pu payer le crédit de la maison. Par conséquent, on a eu les huissiers à la maison. Ça a été assez difficile. Et hop, on vous a envoyé dans les pensionnats. Exactement. En fait, on est partis, mon petit frère et moi, en internat, avec plus ou moins de plaisir, surtout pas mal de douleur, parce que c'était pas du tout quelque chose qui m'a plu. Après, il y a des gens qui adorent l'internat, mais pour ma part, ça n'a pas été un plaisir. Mais j'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré une femme, une sœur, qui s'appelait Sœur Geneviève de chez elle, qui a eu l'immense gentillesse de me prendre sous son aile. Elle était professeure d'économie et elle m'a transmis, mais vraiment, la lecture du monde à travers le prisme économique. Et c'est là où tout a démarré. D'accord. Et alors, quand vous... parce qu'en fait, c'est sûr que la finance, c'est un métier d'homme. Même encore aujourd'hui, même si vous êtes là, même s'il y en a quand même de plus en plus, mais ça reste un métier d'homme. En tout cas, en haut de la chaîne alimentaire, c'est un métier d'homme. Ouais. Comment vous est venue l'idée quand même de créer, d'accord, ce club d'investissement? On a tous fait des clubs d'investissement, mais comment ça vous est venu ensuite de rentrer chez Mescard? Vous avez été à l'AMF, après, comment
Qu'est-ce qui vous a pris, j'ai envie de dire? En réalité, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Je savais que j'allais créer mon entreprise. Mais quand je me suis passionnée pour les marchés actions, que je trouve vraiment extraordinaire, parce que c'est le pouls de l'économie au quotidien. On dirait Nicolas Dose, là, qui nous manque ici. Mais... pour moi, en tout cas, ça a été vraiment ma passion et c'est toujours ma passion. En fait, je me suis dit, un jour, je créerai une société de gestion après avoir créé ce club d'investissement. Et puis, je suis arrivée chez Richelieu Finance. Alors, pour ceux qui ont connu, Richelieu Finance, c'était une très grande société de gestion française qui a été rachetée. Et en fait, tout en haut de la pyramide, il y avait ce monsieur Gérard Augustin Normand, qui était le fondateur, que je trouvais vraiment brillant. Et en fait, je me suis dit, c'est là que je veux être. Et je me suis surtout rendu compte que j'aurais jamais cette place en continuant à travailler pour les autres. Et donc, j'ai décidé de démissionner. J'ai fait une expérience chez Mescart, que vous connaissez bien ici. Et ensuite, j'ai démissionné pour créer ma propre société de gestion. Alors là, vous dites, c'est intéressant, j'allais dire c'est amusant, mais dans le sens anglais du terme. Je vous dis qu'au moment où vous faites ce choix-là, plus personne ne vous parle chez Mescart. Parce qu'ils disent, à la limite, quelque part, enfin c'est votre interprétation. Mon interprétation. Je fais ce qu'ils n'osent pas faire. Donc, parce qu'en plus, vous avez pas de fortune, pas de réseau. En fait, vous n'avez rien, si ce n'est votre belle gueule, j'ai envie de dire. C'est ça, et mon courage, ma détermination, et peut-être aussi mon innocence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait la difficulté de créer une société de gestion, de développer, de la rendre rentable, une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, quand on le sait vraiment, je ne suis pas sûre qu'on s'y attaque aussi jeune et avec aussi peu d'armes que ce que moi j'ai fait. Je ne le savais pas, mais j'étais convaincue que je pouvais vraiment écrire une histoire extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Et je crois qu'en fait, ça a fait à l'époque écho autour de moi. Peut-être que plein de gens auraient eu envie de passer à l'action. Mais finalement, le confort aussi du salariat retient. Et ça m'a d'ailleurs longtemps porté préjudice. C'est-à-dire que dans l'industrie, j'ai quand même eu le sentiment globalement que pas mal de gens auraient aimé faire ce que moi j'avais fait, mais en fait n'avaient pas ni le courage, ni l'envie, ni la détermination, ni le sens du sacrifice. Parce qu'en fait, on voit souvent le bon revers de la médaille, mais la réalité, c'est qu'il faut mesurer son succès au prix qu'il vous a coûté. Oui, et je dirais, si on reviendra sur votre échec, puisque c'est intéressant, parce qu'il y a un échec, enfin, il y a quand même des échecs, évidemment. Des échecs. Juste, il y a, parce que dans ce livre, je dirais que qui est entre un petit manuel d'apprentissage, il y a un moment que je trouve qu'il est important, c'est que quand vous avez été prise à partie par ceux qui, dans ce parcours un peu difficile au début, vous êtes resté toujours très sobre. Vous avez rien montré de votre exaspération, au contraire de votre envie de pleurer ou d'exploser. Et vous avez dit, il faut savoir oser, il faut savoir affronter. Expliquez-nous. Écoutez, je crois qu'en fait, c'est peut-être une des choses qui me caractérise le plus, c'est la posture. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, je finis mon livre là-dessus, vous verrez, il y a une photo qui est vraiment extraordinaire, dont je veux volontiers parler. Mais en fait, je crois qu'il est important de se montrer au monde aussi comme quelqu'un de serein. C'est pas quelque chose de l'agressivité, enfin, c'est pas de l'ordre de l'agressivité, ni de la défiance du tout, quand je dis la posture. Quand je dis la posture, c'est avoir le sentiment qu'on est là où on doit être, qu'on a les qualités pour être là où on doit être, les compétences, et donc quel que soit l'environnement et les différents mouvements qu'il y a autour de vous, finalement, vous restez droite et vous restez en phase avec votre vision des choses. Et ça m'a plutôt servi. Alors, il faut toujours un échec, c'est important. Oui, et j'en ai eu pas mal. Et vous en avez eu pas mal? Non, mais moi j'aime bien, c'est celui, je crois, de mémoire, c'est celui en 2018 où vous décidez, déjà à l'époque, de vous lancer dans la crypto-monnaie. Oui. Vous vous dites, ça c'est un truc formidable, faut regarder, faut y aller, et donc vous y allez. Exactement. Vous faites le tour du monde, paraît-il, tellement de fois que il y a les pilotes qui vous font venir dans le cockpit, en disant, vous êtes notre plus grande voyageuse. C'est vrai cette histoire? C'est tout à fait vrai, ça je vous le confirme. En fait, je me retrouve dans un vol Air France en revenant du Japon et on vient me chercher et on me dit, madame, le pilote aimerait vous rencontrer, et je vais donc rencontrer le pilote dans le cockpit et il me dit, en fait, vous avez fait l'équivalent, on était seulement en avril ou en mai de l'année, et j'avais déjà fait l'équivalent du tour de Neptune. C'était impressionnant, moi-même, j'en revenais pas, mais c'est vrai que j'avais beaucoup voyagé parce que je m'étais dit, à l'époque, c'était il y a longtemps, mais en fait, je m'étais dit, les crypto-monnaies, c'est une nouvelle classe d'actifs, et la blockchain, c'est très intéressant. Pourquoi ne pas, après avoir lancé un fonds santé, puis un fonds IA et robotique, pourquoi ne pas créer un nouveau fonds dédié aux crypto et à la blockchain? Ça me semblait assez logique.
Eh bien, c'était une erreur. Oui, non, parce que quand vous regardez aujourd'hui, c'est pas une erreur les cryptos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Parce que j'imagine que là, vous conseillez à des gens d'investir en crypto. Oui. En fait, l'histoire, c'est que j'étais à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, que vous connaissez probablement. Et donc, en fait, je découvre qu'il y a une petite conférence sur les blockchains et la crypto. Je ne connaissais pas, mais j'avais pour habitude de prendre comme ça régulièrement, de réserver ce genre de choses. Quand je suis arrivée, il faut quand même le raconter, c'était en 2018, en janvier. C'était $500 pour s'inscrire à cette conférence, qui était quand même pas négligeable. C'était au sous-sol d'un immense hôtel. Ils avaient ouvert carrément toutes les portes. Ils avaient enlevé toutes les chaises. Les gens étaient par terre, en tailleur, et pour écouter cette conférence. Bon, ok, je m'installe. Et là, je vois à ma droite le patron d'un fonds de pension japonais, à ma gauche la numéro 2 d'un très gros assureur australien. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, quand je suis revenue à Paris, j'ai dit à mon équipe, étudions ça, il y a quelque chose à faire. Et du coup, comme d'habitude, on s'est chauffé, on s'est motivé. Moi, j'adore les projets. Sauf que la réalité était tout autre. C'est-à-dire qu'à l'époque, la régulation était impossible. C'est-à-dire que moi, je voulais faire ça dans un cadre régulé. Et l'autorité des marchés financiers, c'était trop avancé, si vous voulez, par rapport à leur degré de suivi. Et donc, j'ai fait une tentative pour faire la même chose en Suisse. Donc, j'ai créé une société de gestion en Suisse qui s'appelait Trecento Blockchain Capital, qui a été un échec parce qu'en fait, j'ai carrément décidé de créer ma propre monnaie pour financer cette société. Donc, j'ai émis une crypto-monnaie à cette époque-là. J'ai fait le tour du monde. Je suis allée rencontrer les baleines, ceux qui sont les plus gros investisseurs, ceux qui étaient à l'époque, en tout cas, les plus gros investisseurs. Ouais, parce que ça, c'est un autre enseignement que vous dites dans votre livre, c'est qu'en fait, les assureurs, ils détiennent la clé de tout. Oui. Donc, il faut jouer avec les assureurs. Enfin, il faut passer par les fourches codines des assureurs. Si vous ne pouvez pas faire référencer vos produits dans les contrats d'assurance vie ou dans les plans d'épargne retraite, vous êtes coupé d'un énorme pan, en fait, de l'épargne en France. Donc, c'est fondamental. Or, à l'époque, évidemment, impossible de faire référencer des fonds crypto. Oui, c'est sûr. Donc là, vous êtes donc juré dans Qui veut être mon associé, oui. D'accord. Moi, je regarde de temps en temps. Vous avez investi dans combien de sociétés, en fait? J'ai investi. Alors là, je suis en fin. Parce que vous êtes le troisième juré que je reçoais. C'est vrai? Par hasard. Oui, c'est incroyable. Oui. J'ai vu que vous avez eu Jean-Michel Caram. J'ai eu Éric Larchevêque. Et j'ai reçu l'autre. Jonathan Englobe. Ah oui, non, vous n'avez pas eu Jean-Michel Caram. Vous avez eu Jonathan Englobe et Éric Larchevêque. D'accord, très bien. Alors, par hasard, Éric Larchevêque, c'est justement sur les cryptos. Oui, il est très très fort là-dessus et c'est vraiment son domaine de prédilection. Donc en fait, moi je suis devenue jurée dans l'émission il y a 2 ans, donc là c'est ma 2e saison qui vient de se finir. En tout, donc l'année dernière j'ai pris 4 participations dans des entreprises et là cette année je suis autour de 6, mais on est en train de faire ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire que vous savez en plateau vous avez 1 heure, 1 heure et quart pour parler avec les entrepreneurs, mais vous n'avez pas du tout de données, vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas les comptes, vous n'avez pas les statuts et donc évidemment après, vous faites les due diligence et vous décidez ou pas d'investir. Oui, c'est la question. C'est pour ça que certains disent, mais en fait, c'est un peu, du fake parce que vous dites, tiens, je vais investir et puis en fait, à la fin, vous n'investissez pas, quoi. Et oui, mais en fait, il faut comprendre que déjà, nos statistiques à nous, elles sont bien au-dessus, par exemple, d'un fonds d'investissement qui ferait du non-coté et qui recevrait des dossiers, qui ferait des présélections, mais même après les présélections, il y a toutes les études qui sont à réaliser. Et parfois, vous avez des mauvaises surprises. Par exemple, je peux le dire aux gens qui nous écoutent, le brevet dont on vous parle en plateau, en fait, il appartient pas à l'entreprise, il appartient à l'entrepreneur. Donc, vous n'allez pas mettre de l'argent dans une entreprise. Non, mais c'est pour vous donner un exemple. Ou alors, vous découvrez que la société en question a une dette très importante et qui est en cessation de paiement et elle ne l'a pas dit. C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici qui s'occupe des dossiers, mais c'est quand même, ça veut dire que les dossiers ne sont pas préparés parce que si le brevet n'appartient pas à l'entreprise, mais je pense que à l'entrepreneur, c'est quand même embêtant. Oui, mais je pense que les dossiers sont préparés. Simplement, en fait, si vous voulez, parfois, vous avez aussi sur la masse, c'est normal en fait, sur la masse, vous pouvez avoir des dossiers qui sont plus ou moins bien. Après, il y en a plein qui sont bien, hein, quand je dis ça. C'est juste pour expliquer, en fait, on critique parfois les jurés là-dessus, mais franchement, on fait preuve d'une énorme bonne foi et on accompagne vraiment les entreprises. Tiens, juste puisque vous êtes, il y a une autre femme, enfin ça dépend, ça change évidemment, mais bon, vous êtes un des piliers. Et on voit bien que les hommes, ils ont une méthode d'investissement très différente de la vôtre, non? Je me trompe? Enfin, c'est ce qui transparaît. Écoutez, en fait, c'est intéressant d'entendre ça de l'extérieur, le point de vue extérieur. Je crois que si vous voulez, on est tous le fruit de notre histoire et donc on a des manières différentes. Moi, je suis assez analytique, mais en même temps assez bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait, mon approche, et je crois d'ailleurs
que quand on a vraiment... je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de croix. Je veux dire, il faut quand même être honnête. En tout cas, vous avez des moments assez difficiles. Par conséquent, en fait, on ne peut que être d'une certaine manière gentil et bienveillant avec ceux qui essayent d'entreprendre. Une forme de camaraderie, quoi. Ça me semble un peu normal. Ils entrent dans l'arène. En plus, c'est pas un exercice qui est simple. Après, pour ma part, je suis très analytique et c'est normal. Ça vient de ma formation d'analyste financier et d'investisseuse sur le marché action. Et je crois que l'autre investisseuse, Kelly, est pareille, mais elle fonctionne aussi sur des coups de cœur, ce qui est moins mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai plus un degré analytique, je crois. Et si vous avez un petit conseil à donner à ceux qui cherchent des investisseurs comme vous, alors que ce soit à la télé ou pas forcément à la télé, vous diriez quoi? Parce que là, vous commencez aussi, vous pourrez faire un deuxième livre, vous pourrez avoir... Voilà ce qu'il faut présenter. Ça, et j'ai des centaines, voire si ce n'est pas des milliers de demandes d'entrepreneurs qui veulent que j'investisse dans leur entreprise. Donc, je ne peux pas investir partout, mais j'essaie de regarder au maximum. En fait, comment moi j'ai fait? Par exemple, moi j'ai fait une augmentation de capital quand j'ai créé ma société de gestion, Crescento. J'avais pas d'agrément, j'avais pas de clients, j'avais pas de bureau, j'avais pas de salariés. Et j'ai créé une holding. Pour cette holding, j'ai vraiment fait un document qui expliquait ma vision, ma stratégie, mes projections financières. Et j'ai fait une augmentation de capital avec une très grosse prime d'émission. C'est peut-être un peu technique, mais en tout cas, je suis allée chercher des investisseurs autant que j'ai pu, partout, même des tout petits tickets, même quand on a du mal à trouver, si on veut lever quelques centaines de milliers d'euros, on a du mal à trouver 1 ou 2 investisseurs, c'est pas grave, on va en chercher 10, on va en chercher 12, et à l'époque, et là aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de chance, parce qu'on a l'intelligence artificielle qui peut nous aider à préparer notre mémorandum, notre business plan, franchement, c'est un gain de temps, un peu trop, c'est un gain de temps énorme. 2, vous avez quand même LinkedIn, qui est quand même une opportunité géniale pour parler à des gens qui sont business angels, et sur la masse, en fait, un certain nombre vont répondre et donc vont vous recevoir. Et après, ce n'est que des statistiques, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tabasser. Il n'y a pas de secret, ça tombe pas comme ça tombe pas du ciel. Il faut aller un à un, et c'est comme ça que moi j'ai fait. Et franchement, ça a marché. Bah oui, la preuve. Bah oui, je suis là face à vous. Merci beaucoup Alice Labousse. Donc, passez à l'action, et c'est publié chez Michel Lafon. Et donc, on peut voir sur BFM Business, évidemment, en replay, en podcast. Avec et puis, voilà. Qui veut être mon associé? Qui veut être mon associé sur M6. Voilà, sur M6. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce 18-19.